Mon fils a demandé: où est mon cadeau? Mon père a ricané: le Père Noël ne passe que chez les vrais petits-enfants. Ma sœur a ri. J'ai sorti mon téléphone, annulé leur voyage de 30 000 € en un clic. Quand la notification est arrivée, leurs visages se sont décomposés. Je m'appelle Sibylle. Ce soir de Noël, dans la maison de mes parents en banlieue lyonnaise, mon fils de 8 ans, Marceau, m'a regardé avec ses grands yeux humides et a posé cette question qui allait tout changer. Maman, est-ce que le Père Noël a oublié mon cadeau? Mon propre père, l'homme qui m'avait élevé, a éclaté de rire en plein visage de mon enfant et a déclaré, assez fort pour que toute la pièce l'entende: le Père Noël n'apporte des cadeaux qu'aux vrais petits-enfants. Les enfants sans père n'ont rien. Personne n'a pris ma défense. Au contraire. Tout le monde a ri comme si c'était la blague la plus drôle de l'année. Ma mère, ma sœur aînée Cléophée, ils riaient tous à gorge déployée. Marceau est resté assis là, sur le parquet froid, dans son pyjama neuf que je lui avais acheté, les mains vides, fixant la montagne de cadeaux qui n'étaient pas pour lui. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application de réservation, et d'une seule pression du doigt, j'ai annulé le chalet historique à Megève. Valeur totale, 32 000 €. J'avais payé pour que chacun d'entre eux profite de la semaine à venir. Vol, chauffeur privé, dîner de Noël gastronomique, forfait de ski. Tout a disparu. Puis je me suis levée, j'ai pris la main de Marceau et je suis sortie sans dire un mot. Au moment où ils ont consulté leur téléphone plus tard dans la soirée, il hurlait de terreur. Si vous voulez savoir jusqu'où une famille peut aller quand vous arrêtez enfin de payer pour leurs vacances et leurs caprices, restez jusqu'à la fin. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications, car cette histoire va devenir très, très moche. Avant de plonger dans l'enfer de cette soirée, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore lire vos messages. Revenons à cette nuit fatidique. Il était environ 19 h quand nous sommes arrivés chez mes parents. L'air était glacial dehors, typique d'un hiver en Rhône-Alpes, mais à l'intérieur, la chaleur était étouffante, chargée d'odeurs de dinde rôtie et de parfums trop lourds. J'avais passé les 3 dernières semaines à organiser cette soirée dans les moindres détails, bien que ce ne soit pas ma maison. C'était moi, Sibylle, la fille cadette, l'architecte paysagiste qui gagnait trop bien sa vie selon les dires de ma sœur, qui avait tout financé. Le vin? Des bouteilles de Bordeaux Grand Cru à 500 € l'unité. Le traiteur? Le meilleur de la région. Même les décorations, ces guirlandes lumineuses qui clignotaient joyeusement autour de la cheminée, c'était ma carte bancaire qui avait chauffé pour les payer. Pourtant, dès que j'ai franchi le seuil avec Marceau, j'ai senti cette atmosphère familière et toxique m'envelopper. Ma mère, Violaine, était dans la cuisine, s'affairant autour du four. Elle m'a à peine jeté un regard. « Ah, tu es là, Sibylle. Mets les amuse-bouches sur la table, tu veux bien? Cléophée ne devrait pas tarder. » Pas de bonjour ma chérie, pas de joyeux Noël, pas même un câlin pour son petit-fils Marceau qui tenait timidement son doudou contre lui. Juste un ordre. Comme toujours. J'étais la banque et la servante. Je me suis exécutée en silence, avalant ma salive. Je me disais que ça en valait la peine. Que la semaine prochaine, dans ce magnifique chalet à Megève que j'avais réservé pour nous tous, l'ambiance serait différente. La neige, le luxe, le ski, cela les détendrait. Ils m'aimeraient peut-être un peu plus si je leur offrais des vacances de rêve. Quelle idiote j'étais. Cléophée est arrivée 30 minutes plus tard, telle une tornade de prétention. Elle portait une robe de créateur, une robe qu'elle avait achetée avec l'argent qu'elle m'avait emprunté 2 mois plus tôt pour, soi-disant, payer les frais de scolarité de ses jumeaux. Ses enfants, Léo et Mia, 5 ans, couraient partout en hurlant, renversant des coussins, sans que personne ne leur dise rien. « Salut la compagnie !» a-t-elle crié en jetant son manteau de fourrure synthétique sur le canapé. Elle m'a regardé de haut en bas, un sourire en coin. « Tiens, Sibylle. Tu as l'air fatiguée. Tu travailles trop. Tu devrais prendre exemple sur moi, profiter de la vie. » Profiter de la vie avec l'argent des autres, voulait-elle dire. J'ai serré les dents. Mon père, Donatien, trônait dans son fauteuil en cuir, un verre de mon cognac à la main. Il avait déjà les joues rouges, signe qu'il avait commencé l'apéritif bien avant notre arrivée. Il a grogné un salut vague à mon intention, mais s'est illuminé en voyant Cléophée.
Ah, voilà ma princesse. Et mes petits champions. Venez voir papy. Marceau s'est approché de lui timidement. Bonsoir papy. Mon père l'a regardé comme on regarde un chien errant qui vient quémander de la nourriture. Ouais, salut gamin. Bouge pas trop, tu vas casser quelque chose. Le contraste était si violent que j'ai eu envie de vomir. Mais je me suis tue. J'ai continué à servir le champagne, à couper le pain, à jouer le rôle de la fille parfaite, invisible et utile. Le dîner s'est passé dans un brouhaha constant. Cléophée monopolisait la conversation, parlant de ses projets imaginaires, de ses amis influents, de sa vie si difficile de mère au foyer incomprise. Mon père buvait ses paroles comme du petit lait, hochant la tête, critiquant au passage mes choix de vie. Tu vois Sibylle, a-t-il lancé entre deux bouchées de foie gras, ta sœur a compris ce qui est important. La famille. Toi, avec tes plantes et tes chantiers, tu vas finir vieille fille. C'est pas une vie pour une femme. J'ai fixé mon assiette. J'ai 34 ans. Je dirige ma propre entreprise d'architecture paysagiste. J'ai 12 employés. Je viens de remporter un prix national pour la conception d'un jardin thérapeutique. Mais pour eux, je n'étais rien d'autre qu'un échec parce que je n'avais pas de mari pour valider mon existence. Puis, l'heure des cadeaux est arrivée. Le moment que Marceau attendait avec tant d'impatience. Nous nous sommes déplacés vers le salon. Sous le sapin immense, il y avait une montagne de paquets brillants. Des boîtes énormes, des sacs de marque, des enveloppes rebondies. Cléophée s'est précipitée. Oh, regardez ça. Les enfants, venez. Léo et Mia ont déchiré le papier comme des bêtes sauvages. Une voiture électrique, 2 iPads, des vêtements de marque, des jouets télécommandés hors de prix. C'était une orgie de consommation. Mon père et ma mère rayonnaient, tendant paquet après paquet aux jumeaux. Marceau restait assis sagement, ses petites mains jointes sur ses genoux. Il attendait son tour. Il regardait les paquets diminuer. Il a vu la dernière boîte être ouverte. C'était un sac à main de luxe pour Cléophée, de la part de maman et papa. Puis, il n'y a plus rien eu. Juste du papier déchiré sur le sol. Le silence s'est fait un court instant. Marceau a regardé sous le sapin, puis derrière. Il a levé ses grands yeux vers moi, puis vers ses grands-parents. Sa lèvre inférieure tremblait. « Maman » a-t-il chuchoté, sa voix brisée par l'incompréhension. Est-ce que le Père Noël a oublié mon cadeau? Je n'ai pas été sage? C'est à ce moment précis que mon père, Donatien, a prononcé la phrase qui allait signer l'arrêt de mort de notre relation. Il a ricané. Un rire gras, méchant, éthylique. Il n'a rien oublié du tout, petit, a-t-il dit en se penchant vers Marceau, son haleine chargée d'alcool empestant la pièce. Le Père Noël, il a une liste. Et sur cette liste, il n'y a que les vrais petits-enfants. Ceux qui ont un papa et une maman normaux. Les enfants sans père, les bâtards, ils n'ont rien. C'est comme ça. Le temps s'est arrêté. J'ai vu le visage de mon fils se décomposer. J'ai vu son cœur se briser en 1000 morceaux dans ses yeux. Et j'ai entendu le rire de ma sœur. Cléophée a pouffé, la main devant la bouche. Oh papa, tu es terrible. Mais c'est vrai que la vérité blesse parfois. Ma mère? Elle a juste soupiré en ramassant les papiers cadeaux. Ne faites pas cette tête, c'est juste une blague. Il aura des chocolats demain. Une blague. La douleur de mon fils était leur divertissement. Quelque chose s'est brisé en moi aussi. Ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de froid, de dur et de tranchant comme de l'acier trempé. Toutes ces années à essayer d'acheter leur amour, à payer leurs dettes, à supporter leurs insultes, tout ça s'est évaporé en une seconde. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Je me suis levée calmement. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai ouvert l'application de l'agence de voyage de luxe. Ma main ne tremblait pas. Le voyage à Megève. Le chalet prestige avec vue sur le Mont Blanc. Le chef privé pour le réveillon du Nouvel An. Les cours de ski VIP pour les jumeaux. Le spa illimité pour ma mère et Cléophée. Montant total, 32 450 €. Entièrement payé par moi. J'ai appuyé sur mes réservations.
J'ai sélectionné le dossier Famille Mitchell, Noël de rêve. J'ai cliqué sur Annuler tout. Une fenêtre pop-up est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir annuler? Aucun rétablissement ne sera possible. Le remboursement sera effectué sur la carte se terminant par 8890. J'ai appuyé sur Confirmer. J'ai senti une vibration confirmant l'action. C'était fait. 32 000 € revenaient vers moi. Et leur rêve partait en fumée. Je me suis penchée vers Marceau, je l'ai pris dans mes bras. Il pleurait silencieusement contre mon cou. On s'en va, mon chéri, ai-je murmuré. Quoi? Déjà, a lancé Cléophée, la bouche pleine de chocolat. Mais on n'a pas encore coupé la bûche. Et on doit parler de l'organisation pour le départ à Megève lundi. Je me suis retournée vers eux une dernière fois. J'ai regardé mon père, affalé dans son fauteuil comme un roi déchu qui ignorait encore sa chute. J'ai regardé ma mère, servile et aveugle. J'ai regardé ma sœur, avide et cruelle. Il n'y a plus de Megève, ai-je dit doucement. Pardon, a dit mon père en plissant les yeux. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la porte d'entrée, laissant l'air glacial s'engouffrer dans le salon surchauffé. J'ai porté mon fils jusqu'à ma voiture, je l'ai attaché, et j'ai démarré. Alors que je sortais de l'allée, j'ai vu à travers la fenêtre du salon la lumière d'un téléphone s'allumer. C'était celui de Cléophée. Elle venait probablement de recevoir la notification automatique de l'annulation, car j'avais mis son email en copie pour l'itinéraire. J'ai vu sa silhouette se figer. J'ai vu sa bouche s'ouvrir dans un cri muet. J'ai vu mon père se lever brusquement, renversant son verre. Mais c'était trop tard. J'étais déjà loin. Et ce n'était que le début. La route était sombre, seulement éclairée par les phares de mon Audi qui perçaient la neige tombante. Le silence dans la voiture était lourd, seulement brisé par les reniflements étouffés de Marceau à l'arrière. Maman, sa petite voix tremblait. C'est vrai ce que papy a dit? Je ne suis pas un vrai petit-fils? J'ai serré le volant si fort que mes jointures ont blanchi. La rage bouillait dans mes veines, une rage froide et calculatrice. Non, mon chéri, ai-je répondu, ma voix étonnamment stable. Papy a menti. Papy est un homme méchant qui a bu trop de potions magiques qui rembêtent. Tu es le meilleur petit-fils du monde. Et tu sais quoi? Le Père Noël ne t'a pas oublié. Il a juste déposé tes cadeaux à notre maison, parce qu'il savait qu'on ne resterait pas ici. C'est vrai? Promis. À cet instant, le tableau de bord de ma voiture s'est illuminé comme un arbre de Noël. Mon téléphone, connecté en Bluetooth, a commencé à vibrer frénétiquement. Appel entrant, Cléophée. J'ai laissé sonner. Une fois. 2 fois. Appel entrant, papa. Appel entrant, maman. Message de Cléophée, c'est une blague? Réponds tout de suite. Le système audio de la voiture a bipé, annonçant un nouveau message vocal. C'était Cléophée. Sa voix a rempli l'habitacle, stridente, hystérique. Sibylle. Tu es complètement malade ou quoi? Je viens de recevoir un email d'annulation pour le chalet. C'est marqué annulé par le payeur. Tu te rends compte de ce que tu as fait? J'ai déjà posté les photos du chalet sur Instagram. J'ai dit à tout le monde qu'on partait. Tu me fais passer pour quoi? Remets la réservation tout de suite. Tout de suite. Pas un mot sur Marceau. Pas un mot d'excuse pour la cruauté de notre père. Juste son image. Juste son ego. Juste son Instagram. J'ai appuyé sur le bouton ignorer. 1 minute plus tard, c'était la voix de mon père, lourde et pâteuse, qui grondait dans les enceintes. Sibylle. Tu fais demi-tour immédiatement. Tu vas réparer cette connerie. Tu crois que tu peux nous tenir en otage avec ton argent? Tu me dois le respect. Je suis ton père. Si cet argent n'est pas recrédité ou si la réservation n'est pas active demain matin, tu ne mets plus les pieds dans cette famille. J'ai ri. Un rire bref, sans joie. C'est exactement le plan, papa, ai-je murmuré dans le vide. C'était à part deux, arrêtons-nous une seconde. Je veux que vous soyez honnête avec moi.
Si votre père avait dit à votre enfant de 8 ans qu'il ne méritait pas de cadeau parce qu'il n'a pas de papa, et que votre famille avait ri, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous aussi annulé le voyage? Ou auriez-vous fait une scène sur place? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. J'ai vraiment besoin de savoir si je suis la seule à réagir comme ça. J'ai continué à conduire. Les messages s'empilaient. Des insultes. Des menaces. Puis, la tactique a changé. Ma mère est entrée en scène. Message de maman. Sibylle, ma chérie, s'il te plaît. Ton père est très en colère. Cléophée pleure. Les petits ne comprennent pas pourquoi on n'ira pas au ski. Ne sois pas égoïste. On peut discuter. Reviens, on te garde du gâteau. Égoïste. Le mot magique. Toute ma vie, j'avais été l'égoïste parce que je travaillais dur au lieu de m'occuper d'eux, parce que je gardais mon argent pour investir dans mon entreprise au lieu d'acheter des voitures à ma sœur. J'ai tendu la main vers l'écran tactile et j'ai activé le mode ne pas déranger. Le silence est retombé dans la voiture, seulement troublé par le ronronnement du moteur et la respiration de Marceau qui s'était endormi. Nous sommes arrivés chez nous 40 minutes plus tard. Ma maison. Pas un manoir, mais une belle bâtisse moderne avec de grandes baies vitrées donnant sur le jardin que j'avais dessiné moi-même. C'était mon sanctuaire. J'ai porté Marceau jusqu'à son lit. J'ai sorti du placard secret les cadeaux que j'avais gardés au cas où. Des Legos, un set de peinture professionnelle, une nouvelle tablette. Je les ai disposés au pied de son lit pour qu'il les voie dès son réveil. Je l'ai bordé, j'ai embrassé son front chaud. Tu es en sécurité ici, mon ange. Personne ne te fera plus jamais de mal. Je suis redescendue au salon. Je me suis versé un grand verre de vin, mais cette fois, un vin que j'avais choisi pour moi, pas pour impressionner mon père. Je me suis assise dans le noir, regardant la neige tomber sur mon jardin japonais illuminé par les spots extérieurs. Mon téléphone continuait de s'allumer silencieusement sur la table basse, comme un phare dans la tempête. 150 appels manqués. 80 messages. Vers 23h30, un email est arrivé. Pas un texto, un email formel de mon père. Objet, ultimatum, Sibylle. Tu as jusqu'à minuit pour virer 35 000 € sur mon compte afin que je puisse refaire la réservation à mon nom. Si tu ne le fais pas, considère que tu n'as plus de père. Je t'ai nourri, logé, élevé, et voilà comment tu me remercies? Tu es une ingrate. Une honte pour cette famille. Répare ça. Maintenant. J'ai relu le message 3 fois. Une honte. Une ingrate. J'ai posé mon verre. J'ai ouvert mon application bancaire. Non pas pour faire un virement, mais pour vérifier quelque chose. J'ai regardé l'historique des transactions des 10 dernières années. Les prêts jamais remboursés à Cléophée. Les aides pour les travaux de la maison des parents. Les vacances payées. Le total donnait le vertige. J'avais acheté leur affection et le produit était défectueux. J'ai éteint mon téléphone complètement. Pour la première fois de ma vie, j'ai dormi d'un sommeil profond, sans culpabilité. Mais je ne savais pas que pendant que je dormais, ils préparaient leur riposte. Ils n'allaient pas se contenter de messages. La bête était blessée, et elle allait mordre. Le lendemain, le 25 décembre, s'est passé dans une bulle de douceur étrange. Marceau et moi avons mangé des crêpes au chocolat, construit des châteaux de Lego et regardé des dessins animés. Nous n'avons pas mentionné les autres. C'était comme s'ils n'existaient plus. Mais la réalité nous a rattrapés 2 nuits plus tard. C'était la nuit du 26 au 27 décembre. Il était 2h15 du matin. J'ai été réveillée par le bip strident de mon alarme de sécurité Ring. Mon téléphone, que j'avais rallumé pour les urgences, vibrait sur ma table de nuit. Alerte, mouvement détecté, caméra allée principale. Alerte, mouvement détecté, caméra jardin avant. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. J'ai attrapé mon iPad et j'ai ouvert l'application. L'écran s'est allumé en noir et blanc, montrant une image nette grâce à la vision nocturne 4K. Une vieille voiture que je connaissais trop bien était garée de travers devant mon portail. La Citroën C5 de mon père. 2 silhouettes en sont sorties. L'une boitait légèrement. Mon père, Donatien.
Il portait sa vieille parka de pêche et tenait quelque chose de long et métallique dans sa main. Un club de golf. Un fer 7, pour être précise. L'autre silhouette était plus petite, plus agitée. Cléophée. Elle ne portait pas de masque. Elle était trop arrogante pour ça, ou trop stupide. Elle tenait 2 gros sacs plastiques qui tintaient. Je suis restée figée dans mon lit, paralysée par l'incrédulité. Que faisait-il ? Sur l'écran, je les ai vus s'approcher. Ils ne se sont pas dirigés vers la porte d'entrée pour sonner. Ils se sont dirigés vers mon jardin. Ce jardin n'était pas juste de l'herbe et des fleurs. C'était mon chef-d'œuvre. C'était le projet pilote pour un concours international d'architecture paysagiste, un jardin japonais moderne avec des érables centenaires importés, des lanternes en pierre authentique et un bassin de carpe koi. C'était ma fierté, mon travail, mon âme. J'ai vu Cléophée sortir quelque chose de son sac. Une bombe de peinture ? Non. Pire. Un bidon avec un pulvérisateur. J'ai zoomé. C'était du désherbant industriel. Du glyphosate pur. Elle a commencé à asperger mes érables nains. Elle riait. Je pouvais voir ses épaules tressautées de rire sur l'écran. Elle aspergeait le poison sur des arbres que j'avais mis 5 ans à sculpter. Elle tuait mes bébés verts avec une joie sadique. Pendant ce temps, mon père s'est approché de mes lanternes en pierre. Il a levé le club de golf. Crac. Le son a été capté par le micro de la caméra, sec et violent. La lanterne s'est brisée. Il a avancé vers mon Audi garé dans l'allée. Il a levé le club à nouveau. Bam. Le phare avant gauche a explosé. Bam. Le pare-brise s'est étoilé sous l'impact. Je ne pouvais pas respirer. Je regardais ma famille détruire méthodiquement tout ce que j'avais construit, tout ce qui était beau dans ma vie. Cléophée a fini avec le désherbant. Elle a sorti une bombe de peinture rouge fluo de son autre sac. Elle s'est dirigée vers la porte blanche immaculée de mon garage. En lettres énormes et dégoulinantes, elle a écrit un seul mot, ingrate. Puis, comme pour signer son crime, elle s'est tournée vers la caméra de sécurité. Elle savait qu'elle était là. Elle a levé son majeur bien haut, a tiré la langue, et a crié quelque chose que le micro a capté distinctement. Voilà ton cadeau de Noël, sale égoïste. Mon père a fini sa besogne en urinant, oui, en urinant sur les restes de mon massif de pivoine rare. Ils sont remontés dans la voiture. Ils ont démarré en faisant crisser les pneus et ont disparu dans la nuit. Durée totale de l'attaque, 6 minutes et 43 secondes. Je suis restée assise dans le noir, l'iPad toujours allumé sur mes genoux. Je ne tremblais plus. La peur avait disparu. La tristesse avait disparu. Il ne restait qu'une clarté absolue. Ils n'étaient plus ma famille. Ils n'étaient plus mon père et ma sœur. Ils étaient des criminels. Des vandales. Des ennemis. J'ai sauvegardé la vidéo sur le cloud, sur mon disque dur externe et je l'ai envoyée par email à mon avocat. Puis, j'ai composé le 17. Police secours, j'écoute ? Bonjour, ai-je dit, ma voix calme, presque mécanique. Je souhaite signaler une intrusion, des actes de vandalisme aggravés et des menaces de mort. Je connais les auteurs. J'ai les preuves vidéo. Qui sont les auteurs, madame ? J'ai pris une grande inspiration. Monsieur Donatien Mitchell et madame Cléophée Mitchell. J'ai raccroché. En regardant par la fenêtre les lettres rouges ingrates qui saignaient sur mon garage, j'ai su que la guerre venait d'être déclarée. Et ils n'avaient aucune idée de l'arsenal dont je disposais. Le lendemain matin, à 9 h, j'étais au commissariat de police. J'avais laissé Marceau chez une amie de confiance, ne voulant pas qu'il soit témoin de la suite. L'officier de police qui m'a reçu, le lieutenant Dupuis, a regardé la vidéo sur mon iPad en silence. Il a grimacé quand mon père a frappé le pare-brise. Il a secoué la tête quand Cléophée a aspergé le poison. Mais quand il a vu mon père uriner sur les fleurs, il a posé l'iPad et m'a regardé avec un mélange de pitié et de dégoût. C'est votre père, madame ? Biologiquement, oui. Légalement, c'est l'homme qui vient de causer pour environ 15 000 € de dégâts chez moi. Nous allons les convoquer immédiatement. 2 heures plus tard, j'étais assise dans une salle d'interrogatoire, derrière une vitre sans teint.
Il les avait amenés. Cléophée pleurait. Pas des larmes de remords, non. Des larmes de rage et de victimisation. Elle portait encore son jogging de la veille, ses cheveux en bataille. C'est un malentendu, criait-elle à l'officier. C'est une dispute de famille. Ma sœur nous a provoqués. Elle a volé le Noël de mes enfants. Je suis une mère, je suis à bout de nerfs. Vous ne pouvez pas arrêter une mère de famille pour avoir coupé quelques plantes. Mon père, lui, jouait la carte de l'autorité outragée. Je veux parler au commissaire. Je paie mes impôts. J'ai le droit d'éduquer ma fille. Si elle ne respecte pas son père, elle mérite une leçon. C'est juste de la peinture, bon sang. Le lieutenant Dupuis est entré dans la pièce où je me trouvais. Madame Sibylle, ils reconnaissent les faits mais invoquent le conflit familial pour minimiser la gravité. Ils disent que vous les avez poussés à bout en annulant un voyage qu'ils considéraient comme indu. Il a fait une pause, me scrutant. Écoutez, c'est souvent compliqué les affaires de famille. Si vous portez plainte, ça va aller loin. Tribunal correctionnel, casier judiciaire, dommages et intérêts lourds. Votre sœur parle de ses enfants. Voulez-vous vraiment aller jusqu'au bout? Ou préférez-vous une médiation? J'ai regardé à travers la vitre. J'ai vu Cléophée mimer un geste obscène vers le mur, pensant que personne ne la voyait. J'ai vu la haine pure sur le visage de mon père. Si je reculais maintenant, ils recommenceraient. Ils penseraient qu'ils ont gagné. Ils penseraient que je suis faible. Lieutenant, ai-je dit fermement. Ce ne sont pas des membres de ma famille. Ce sont des intrus qui sont venus chez moi à 2 heures du matin avec des armes et du poison. Ils ont détruit mon outil de travail, ces plantes étaient pour un concours professionnel. Ils ont menacé ma sécurité. J'ai sorti un dossier de mon sac. De plus, voici les factures des réparations estimées. Le pare-brise, la carrosserie, le nettoyage de la façade et le remplacement des végétaux importés du Japon. On dépasse les 20 000 euros. Le lieutenant a sifflé d'admiration. Je ne veux aucune médiation, ai-je conclu. Je porte plainte pour dégradation volontaire en réunion, violation de domicile et menaces. Je veux qu'il soit poursuivi avec la plus grande sévérité de la loi. Le lieutenant a hoché la tête, un respect nouveau dans le regard. Très bien, madame. Nous allons procéder à leur garde à vue officielle. En sortant du commissariat, j'ai croisé ma mère, Violaine, qui arrivait en courant, échevelée, pâle comme un linge. Elle m'a vue et s'est jetée sur moi, m'agrippant le bras. Sibylle. Qu'est-ce que tu as fait? Ils ont appelé ton oncle pour dire que ton père est en cellule. Retire ta plainte. Tout de suite. Tu vas tuer ton père. Il a le cœur fragile. Je me suis dégagée de son étreinte avec un geste sec. Il avait le cœur assez solide pour manier un club de golf à 2 heures du matin, maman. Il avait le cœur assez solide pour insulter mon fils. Mais c'est ta famille, a-t-elle hurlé, attirant les regards des passants. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ces yeux qui avaient détourné le regard tant de fois quand j'avais besoin d'aide. Non, maman. Marceau est ma famille. Vous n'êtes que des gens que je connais et qui me coûtent trop cher. Je l'ai laissé là, pleurant sur le trottoir, et je suis montée dans ma voiture de location. Mais je savais que ce n'était pas fini. Ma mère venait de mentionner le cœur fragile de mon père. Et je savais exactement quelle carte ils allaient jouer ensuite. La carte de la culpabilité médicale. 3 jours plus tard, alors que mon père et ma sœur étaient sortis de garde à vue avec une convocation au tribunal pour le mois suivant, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai décroché, méfiante. Allô? Sibylle. C'était la voix de ma mère, brisée, tremblante, à peine audible. C'est arrivé. Il a fait une attaque. Ton père est aux urgences. Il va peut-être mourir. Un frisson a parcouru mon échine. Non pas de peur, mais de doute. Était-ce vrai? Ou était-ce encore une mise en scène? Quel hôpital? Ai-je demandé froidement. L'hôpital Édouard Herriot. Soins intensifs cardiologie. Viens, je t'en supplie. Il demande à te voir. Il veut te pardonner avant de partir.
Me pardonner? L'audace de cette phrase m'a presque fait rire. C'était lui qui avait détruit mon jardin, lui qui avait insulté mon fils, et il voulait m'y pardonner? J'ai appelé mon avocat, Maître Girard. Je vais à l'hôpital voir mon père. Je veux que vous veniez avec moi. Je sens le piège. J'arrive, a-t-il répondu. Quand je suis arrivé dans la chambre d'hôpital, le spectacle était parfaitement orchestré. Mon père était allongé, des tubes dans le nez, un moniteur cardiaque bipant régulièrement à côté de lui. Ma mère était assise sur une chaise, tenant sa main, pleurant silencieusement. Cléophée était là aussi, debout près de la fenêtre, les bras croisés, me lançant un regard noir. Quand je suis entré, mon père a ouvert les yeux. Il a joué la comédie à la perfection. Il a levé une main tremblante vers moi. « Sibylle, ma fille. » A-t-il croassé. « Regarde ce que tu as fait, le stress, mon cœur n'a pas tenu. »« Bonjour papa, ai-je dit sans m'approcher. Les médecins disent que tes constantes sont stables. C'est une crise d'hypertension, pas une crise cardiaque massive. Tu t'en sortiras. » Il a grimacé, agacé que je casse son effet dramatique. Je suis vieux, Sibylle. Je peux partir à tout moment. Je veux qu'on fasse la paix. Je t'écoute. Retire ta plainte, a-t-il dit, sa voix devenant soudainement plus forte, plus autoritaire. Dis à la police que c'était un malentendu. Et paie la facture de l'annulation. Je ne peux pas perdre la face devant mes amis. Si tu fais ça, je te pardonne d'avoir essayé de me tuer. Cléophée est intervenu. Allez Sibylle, ne sois pas un monstre. Regarde-le. Il est sur un lit d'hôpital. Tu vas vraiment l'envoyer en prison? Paie juste ce qu'il demande et on oublie tout. C'était donc ça. Le chantage émotionnel ultime. Utiliser la maladie réelle ou exagérée pour me remettre sous leur coupe. Il pensait que la vue des machines et des blouses blanches me ferait craquer, comme quand j'étais petite. J'ai regardé mon avocat qui se tenait discrètement près de la porte. Il a hoché la tête imperceptiblement. J'ai ouvert mon sac à main. Je n'ai pas sorti de mouchoir. J'ai sorti une chemise cartonnée bleue. Je suis contente que tu ailles bien, papa, ai-je dit en m'approchant du lit. Parce que tu vas avoir besoin de toute ta santé pour affronter ce qui vient. De quoi tu parles? A demandé ma mère, cessant de pleurer instantanément. Je ne retirerai pas ma plainte, ai-je annoncé calmement. Au contraire. Je suis venue ici pour clarifier notre nouvelle situation financière. Puisque tu es en état de parler affaires, parlons affaires. J'ai posé le dossier sur la table de nuit, juste à côté de son verre d'eau. Le bip du moniteur cardiaque s'est légèrement accéléré. Il savait. Au fond de lui, il savait que j'avais changé. Qu'est-ce que c'est que ça? A sifflé Cléophée. C'est la fin de votre règne, ai-je répondu. Et j'ai ouvert le dossier. La lumière crue des néons de l'hôpital se reflétait sur les documents que j'étalais méthodiquement sur la tablette du lit. Premier point, ai-je commencé, ma voix résonnant clairement dans le silence tendu de la chambre. La mutuelle santé. J'ai pointé un document. Comme vous le savez, je paie votre mutuelle or depuis 10 ans. Celle qui couvre la chambre individuelle, les dépassements d'honoraires, tout ce confort dont tu profites actuellement, papa. Ils ont hoché la tête, attendant la suite. Je l'ai résilié ce matin avec effet immédiat. Quoi? A hurlé ma mère. Mais comment on va payer l'hôpital? Ça, c'est votre problème, maman. La facture de ce séjour, qui va probablement s'élever à plusieurs milliers d'euros vu que papa a demandé la suite VIP, sera entièrement à votre charge. J'espère que vous avez des économies. Mon père a essayé de se redresser, le visage virant au pourpre. Tu n'as pas le droit. C'est de l'assistance à personne en danger. Non, c'est de l'assistance financière facultative à des adultes ingrats. Et c'est terminé. Je n'ai pas laissé le temps à l'information d'être digérée. J'ai sorti le deuxième document. Deuxième point, Cléophée. Ma sœur a sursauté. Quoi moi? Je n'ai rien à voir avec tes histoires d'argent. J'ai sorti un relevé bancaire surligné en jaune fluo. Tu te souviens de la carte de crédit supplémentaire que je t'avais confiée pour les urgences des enfants?
Celle que tu as juré de n'utiliser qu'en cas de maladie ou de besoin scolaire? Elle a blêmi. J'ai vu les relevés, Cléophée. Louis Vuitton. Sephora. Des dîners dans des restaurants étoilés. Un week-end spa avec tes copines. Total des urgences sur 6 mois, 14 500 €. Je comptais te rembourser, a-t-elle bégayé. C'est trop tard. J'ai déclaré ces transactions comme frauduleuses auprès de la banque ce matin. J'ai porté plainte contre X pour abus de confiance et utilisation frauduleuse de moyens de paiement. La banque va se retourner contre l'utilisateur de la carte. Toi. Tu es folle, a crié Cléophée en se jetant presque sur moi, retenue par mon avocat qui s'est interposé. Mon mari va me tuer s'il apprend ça. On est déjà à découvert. Peut-être que tu devrais arrêter d'acheter des sacs à main avec l'argent que tu n'as pas, ai-je rétorqué froidement. Et enfin, ai-je dit en me tournant vers mes parents, le coup de grâce. La maison. Le silence est devenu sépulcral. La maison familiale. Leur fierté. Leur statut social. Vous vous souvenez que j'ai co-signé le prêt hypothécaire il y a 15 ans parce que les revenus de papa n'étaient pas suffisants? Et que c'est mon compte qui est débité automatiquement chaque mois, avec votre promesse de me virer la moitié? Oui, et alors? On a eu du retard quelquefois, c'est tout, a défendu ma mère. Vous n'avez rien viré depuis 2 ans, maman. J'ai payé 100% de la maison. Mais c'est fini. J'ai présenté à la banque les preuves de votre insolvabilité, de vos menaces et de la destruction de mes biens. J'ai invoqué une clause de désolidarisation pour cause de préjudice grave. J'ai sorti la lettre officielle de la banque. La banque a accepté de retirer mon nom du prêt et de saisir la maison si le solde restant n'est pas payé sous 30 jours. Comme je sais que vous n'avez pas les 180 000 € restants, la procédure de saisie immobilière va commencer le mois prochain. Mon père a arraché ses lunettes à oxygène. Il suffoquait de rage, pas de maladie. Tu nous mets à la rue? Ta propre mère? Ton propre père? Tu es le diable, Sibylle. Le diable. Non, papa. Je suis juste le Père Noël qui a décidé de rayer les enfants méchants de sa liste. Tu te souviens? Les vrais enfants. Eh bien, les vrais propriétaires paient leur maison. J'ai refermé mon dossier. Le bruit du claquement du carton a résonné comme un coup de feu. Je vous souhaite un bon rétablissement, papa. Tu vas en avoir besoin pour le déménagement. Je me suis retournée et j'ai marché vers la porte. Derrière moi, c'était le chaos. Ma mère hurlait, Cléophée pleurait en appelant son mari, et le moniteur cardiaque de mon père s'affolait pour de bon cette fois, appelant les infirmières. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Juste une immense légèreté. Comme si je venais de poser un sac de pierre de 100 kilos que je portais depuis mon enfance. Mais il restait une dernière pièce au puzzle. Une pièce que je ne connaissais pas encore, et qui allait transformer ma vengeance en justice divine. C'est ma tante Maglone, la sœur de ma mère, qui m'a appelée le soir même. Sibylle, il faut qu'on se voie, a-t-elle dit d'une voix grave. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose sur l'héritage de grand-mère. Ce que j'allais apprendre allait me prouver que j'avais eu raison depuis le début. Ils n'étaient pas seulement toxiques. Ils étaient des voleurs. J'ai retrouvé tante Maglone dans un petit café discret du centre de Lyon. Maglone a toujours été le mouton noir de la famille, celle qui avait osé dire à ma mère qu'elle gâtait trop Cléophée, celle qui avait coupé les ponts des années plus tôt. Elle avait l'air fatiguée, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Elle a posé une enveloppe jaunie sur la table entre nous. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit en tuyant son café. L'annulation du voyage. La plainte. L'hôpital. Je suis fière de toi, Sibylle. Il était temps. Merci, tata. C'est dur, mais c'était nécessaire. Ce n'est pas fini, a-t-elle murmuré en poussant l'enveloppe vers moi. Tu dois voir ça. C'est une copie du testament de ta grand-mère maternelle. L'original. Pas celui que tes parents ont présenté au notaire il y a 15 ans. J'ai froncé les sourcils. Ma grand-mère était décédée quand j'avais 19 ans. On m'avait dit qu'elle n'avait rien laissé, que tout était allé à ma mère pour l'entretien de la maison.
J'ai ouvert l'enveloppe. C'était un document manuscrit, daté et signé. Je l'ai lu. Et mes mains se sont mises à trembler. Je lègue la somme de 80 000 euros, issue de la vente de mon terrain en Provence, à ma petite-fille Sibylle, pour financer ses études d'architecture et l'aider à démarrer sa vie. Elle est la seule qui s'est occupée de moi à la fin. Le reste de mes biens ira à ma fille Violaine. 80 000 euros. Il y a 15 ans. J'ai levé les yeux vers Maglone, sous le choc. Je n'ai jamais vu cet argent. Maman m'a dit qu'il n'y avait rien. J'ai dû faire un prêt étudiant. J'ai travaillé au McDonald's pendant 5 ans pour payer mon école. J'ai mangé des pâtes à l'eau pendant que Cléophée roulait en voiture neuve. Maglone a hoché la tête tristement. Ils ont caché ce testament. Ils ont présenté un testament antérieur qui léguait tout à ta mère. Je l'ai su trop tard. Mais j'ai gardé cette copie certifiée que maman m'avait confiée en secret au cas où. Qu'ont-ils fait de l'argent ? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Ils ont refait la toiture de leur maison. Ils ont acheté la première voiture de Cléophée. Et ils ont payé le mariage de Cléophée. C'était Théoène Argent, Sibylle. Ils t'ont volé ton avenir pour financer le présent de ta sœur. La colère que je ressentais n'était plus froide. Elle était brûlante. C'était un incendie ravageur. Ce n'était pas seulement de l'injustice. C'était un crime. Ils m'avaient regardé galérer, travailler nuit et jour, m'endetter, alors qu'ils dépensaient mon héritage sous mon nez. Et ils avaient le culot de me traiter d'ingrate ? Est-ce que c'est utilisable en justice ? Ai-je demandé. Oui. C'est un faux en écriture et un détournement d'héritage. Il n'y a pas de prescription pour le recel de testament dans ce cas précis car tu viens de le découvrir. Tu peux récupérer cet argent. Avec les intérêts. J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai serrée contre ma poitrine. Merci, Tata. Tu viens de me donner l'arme nucléaire. Fais-les payer, ma chérie. Pour toutes les fois où ils t'ont fait sentir que tu étais moins bien que Cléophée. En sortant du café, j'ai appelé mon avocat. Maître Girard ? Ajouter une nouvelle procédure au dossier. Détournement de succession et faux et usage de faux. On ne va pas seulement saisir leur maison pour la banque. On va saisir ce qu'il reste pour me rembourser ce qu'ils m'ont volé il y a 15 ans. La guerre était finie. C'était maintenant l'heure de l'exécution. Le mois de janvier a été une descente aux enfers pour la famille Mitchell, et je l'ai observé de loin, intouchable. Les événements se sont enchaînés comme des dominos. D'abord, Cléophée. Quand la banque a contacté son mari pour le remboursement des 14 500 € de dépenses frauduleuses sur ma carte, le château de cartes de son mariage s'est effondré. Son mari, un homme brave mais aveugle, a découvert non seulement cette dette, mais aussi d'autres crédits à la consommation qu'elle avait cachés. De plus, la vidéo de Cléophée aspergeant du poison dans mon jardin a mystérieusement fuité sur un groupe Facebook local de jardiniers amateurs, puis est devenue virale dans notre petite ville. La maman parfaite d'Instagram a été exposée comme une vandale hystérique. Son mari a demandé le divorce et la garde exclusive des enfants. Cléophée s'est retrouvée sans domicile, sans argent, et avec une réputation en lambeaux. Ensuite, mes parents. Sans mon soutien financier et avec la procédure de saisie lancée, ils n'ont pas tenu 2 semaines. Ils ont dû vendre en urgence la plupart de leurs meubles de valeur pour payer les frais d'avocat de mon père, pour l'agression et le vandalisme, et tenter de sauver la maison. Mais avec la découverte du testament volé, le juge a ordonné le gel de tous leurs avoirs restants. La maison a été saisie par la banque mi-janvier. Le jour de leur expulsion, je n'y suis pas allée. Mais une voisine m'a raconté. Mon père, affaibli, marchait avec une canne, le regard vide. Ma mère pleurait en portant des cartons dans un petit camion de location. Ils partaient pour un petit appartement HLM en périphérie, le seul qu'ils pouvaient se permettre avec leur maigre retraite. Ils avaient tout perdu. Leur maison, leur statut, leur fille vache à lait et leur honneur. J'ai reçu une dernière lettre de ma mère. Pas d'insultes cette fois. Juste des supplications. Sibylle, on n'a plus rien. On mange des conserves. Cléophée dort sur notre canapé. Ton père pleure la nuit. Et pitié. On est ta famille. J'ai lu la lettre devant ma cheminée,
un verre de vin à la main. J'ai regardé Marceau jouer avec son nouveau set de peinture sur le tapis. Il riait. Il était heureux. Il ne demandait plus après papy et mamie. J'ai jeté la lettre dans le feu. J'ai regardé le papier se recroqueviller, noircir et devenir cendre. La pitié est un luxe que l'on réserve aux gens qui ont une âme. Eux, ils l'avaient vendu il y a longtemps pour de l'argent et des apparences. Février est arrivé. Les vacances d'hiver. J'ai tenu ma promesse à Marceau. Nous sommes partis à Megève. Pas dans le grand chalet pour 10 personnes, mais dans un petit lodge cosy, juste pour nous deux, avec une vue imprenable sur les Alpes enneigées. L'air était pur, piquant. La neige scintillait comme des diamants sous le soleil. C'était la première fois depuis des années que je respirais vraiment. Pas de téléphone qui sonne pour des demandes d'argent. Pas de critiques sur mes vêtements ou mon travail. Pas de regard méprisant sur mon fils. Juste nous. Marceau a pris des cours de ski. Il a adoré ça. Le soir, nous buvions du chocolat chaud devant la cheminée en jouant aux cartes. Le dernier jour, le resort organisait un concours de dessin pour les enfants. Le thème était « Mon héros ». Je pensais que Marceau dessinerait un super-héros Marvel ou peut-être un pompier. Je l'ai laissé travailler dans le club enfant pendant 2 heures. Quand je suis revenue pour la remise des prix, la salle était pleine de parents fiers. L'animateur a appelé le vainqueur du premier prix. Et le gagnant est Marceau Mitchell, 8 ans. Marceau est monté sur l'estrade, timide mais rayonnant. Il tenait son dessin contre sa poitrine. L'animateur a tourné le dessin vers le public. Ce n'était pas un dessin d'enfant ordinaire. C'était étonnamment détaillé pour son âge. Au centre, il y avait une femme. Elle portait une sorte d'armure faite de feuilles et de branches, comme mon logo d'architecte paysagiste. Dans une main, elle tenait un téléphone brillant comme un bouclier. De l'autre main, elle protégeait un petit garçon. Devant eux, il y avait 3 monstres sombres, grimaçants, qui ressemblaient étrangement à des loups avec des visages humains. La femme utilisait la lumière de son bouclier téléphone pour repousser les monstres. En bas, il avait écrit d'une écriture appliquée « Maman, la gardienne ». Les larmes ont coulé sur mes joues sans que je puisse les retenir. Des larmes chaudes, libératrices. L'animateur a tendu le micro à Marceau. « Tu peux nous expliquer ton dessin, bonhomme ?» Marceau a cherché mon regard dans la foule. Il a souri. « C'est ma maman », a-t-il dit d'une voix claire. Avant, les monstres étaient dans notre maison et ils me faisaient peur. Ils disaient que je n'étais pas un vrai petit-fils. Mais maman a utilisé sa magie et elle les a fait disparaître. Maintenant, on est juste nous deux, et c'est parfait. La salle a applaudi. Des inconnus me souriaient avec bienveillance. J'ai réalisé à cet instant que je n'avais rien perdu. J'avais tout gagné. J'avais perdu des parasites, mais j'avais gagné une vie. J'avais gagné le respect de mon fils. J'avais gagné ma liberté. Ce soir-là, nous avons fêté ça avec une fondue savoyarde. Marceau s'est endormi la tête sur mes genoux, son diplôme de meilleur artiste serré dans sa main. J'ai regardé par la fenêtre les étoiles briller au-dessus du Mont Blanc. J'ai pensé à mon père, dans son HLM humide. J'ai pensé à Cléophée, seule et divorcée. J'ai pensé à tout l'argent qu'ils avaient volé et gaspillé. Ils avaient voulu me détruire parce que je ne rentrais pas dans leur moule. Parce que j'étais la fille trop indépendante, trop riche, trop égoïste. Mais ils avaient oublié une règle fondamentale de la nature, une règle que je connais bien en tant que jardinier. Si vous coupez les branches saines pour nourrir les branches mortes, l'arbre finit par mourir. Mais si vous taillez le bois mort, l'arbre fleurit comme jamais auparavant. J'avais taillé le bois mort. Et mon printemps venait de commencer. 1 an a passé. Ma vie est méconnaissable. Mon entreprise a doublé son chiffre d'affaires. J'ai fini mon jardin japonais, qui a remporté le premier prix européen. Marceau est épanoui, c'est un excellent élève et un artiste en herbe. Quant à ma famille, le tribunal a condamné mon père et Cléophée à me rembourser les dégâts, plus des dommages et intérêts moraux. Avec l'argent récupéré du détournement d'héritage, environ 100 000 € avec les intérêts accumulés, j'ai créé une fondation. La Fondation Maglone.
Elle offre des bourses d'études aux jeunes étudiants qui, comme moi, ont été coupés financièrement par des parents toxiques ou abusifs. Chaque euro que ma grand-mère m'avait laissé sert maintenant à aider quelqu'un à s'échapper. Je n'ai plus jamais parlé à mes parents ni à ma sœur. J'ai changé de numéro, j'ai déménagé, après avoir vendu la maison vandalisée pour un très bon prix. Ils sont des fantômes du passé. Parfois, on me demande si je regrette. Si je ne suis pas trop dure. Après tout, c'est la famille, non? Je réponds toujours la même chose, le sang ne fait pas la famille. L'amour, le respect et la loyauté font la famille. Si vous êtes dans une situation où vous êtes la vache à lait, le bouc émissaire, celui ou celle qu'on appelle seulement quand on a besoin d'argent, écoutez-moi bien. Le bouton annuler existe. Il est effrayant à presser. Vos mains trembleront. Ils crieront. Ils vous menaceront. Ils diront que vous êtes un monstre. Mais de l'autre côté de ce clic, il y a la liberté. Il y a la paix. Il y a une vie où personne ne vous insulte le soir de Noël. J'ai choisi Marceau. J'ai choisi ma dignité. Et c'est la meilleure décision financière et émotionnelle de ma vie. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire. C'était dur de la raconter, mais j'espère qu'elle donnera du courage à certains d'entre vous. Si vous avez déjà vécu une rupture familiale ou si vous avez dû couper les ponts pour vous sauver, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous soutenez ma décision, et abonnez-vous pour plus d'histoires de justice et de karma. Prenez soin de vous et de vos vrais proches. À bientôt.